Bonsoir, bienvenue sur le plateau de MEDEF TV. À l'occasion de l'université d'été du MEDEF, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le grand débat. Et un grand débat aujourd'hui sur le thème du féminisme est un humanisme. En réponse à la plénière qui vient d'avoir lieu sur l'université d'été, nous avons 4 intervenants de haut vol à mes côtés. Et quand je dis haut vol, je n'exagère pas puisque commandant Virginie Guillot, bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote de chasse et vous dirigez la patrouille de France. L'année dernière, en tout cas, en 2010. Voilà, et là vous êtes en congé maternité. Oui, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, très bien. Alors on va revenir ensemble sur le féminisme dans quelques instants. Nous avons à ma gauche Julia Kristevia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, psychanalyste, écrivain, professeur honoraire à l'université Paris Diderot. On va parler aussi ensemble de votre analyse du féminisme. À ma droite, c'est Étienne Beaulieu, bonjour. On ne vous présente plus, professeur en médecine, chercheur, membre de l'Académie des sciences de l'INSERM et surtout l'inventeur de la pilule du lendemain, la fameuse pilule RU 486. Ah monsieur, comptez bien. N'est-ce pas? Et notre dernier invité, Vincent Berger, bonjour. Vous êtes président de l'université Paris 7, Paris Diderot. Alors c'est à vous que je vais peut-être commencer par demander une première synthèse de ce qui s'est dit dans cette plénière sur le féminisme. Est-ce que tout le monde était d'accord? C'est un humanisme ou pas? Je crois qu'en fait, on a réussi à définir le féminisme que l'on souhaitait. Au fond, l'affirmation « le féminisme est un humanisme » était peut-être une question. Et la question, c'était de quel féminisme parle-t-on? Puisqu'aujourd'hui, le féminisme est extraordinairement divers, dispersé. Et je crois que ce qu'on a conclu ensemble, c'est que nous ne souhaitons pas un féminisme trop radical, trop extrême, qui peut aller parfois jusqu'au rejet de l'hétérosexualité. Nous ne souhaitons pas non plus un féminisme trop naturaliste, qui veut confiner la femme dans son rôle de mère, qui allaite et qui reste confinée aux tâches ménagères. Nous ne souhaitons pas non plus un féminisme unisexe, qui vise à confondre tout. Nous souhaitons un féminisme équilibré, qui reconnaît les individus dans leur diversité, dans leur complexité et dans leur richesse, et qui surtout qui permet d'éviter l'assignation des rôles dans la société au genre et au sexe. Vous êtes d'accord tous les trois? Vous vous reconnaissez dans cette première définition? Je trouve que c'est un très bon résumé de l'atmosphère. Alors par exemple, Virginie Guillot, je vous ai entendu dire tout à l'heure, vous n'êtes pas particulièrement favorable à une parité stricte et dure. Non, absolument. Enfin, je suis naturellement toute forme de discrimination et toute forme de discrimination positive aussi. Je suis plutôt pour l'égalité des chances. Voilà, on juge les compétences avant tout. C'est pas une histoire de genre. C'est exactement ce qu'on dit. Et puis la différence, c'est une richesse. La diversité est une richesse, que ce soit homme-femme, que ce soit culturel, religieux, etc. Donc, je pense que c'est tout à fait cohérent avec ce qui vient de se dire. Je pense que c'est vrai parce que ça souligne quelque chose que, appelons ça le biologisme de l'homme, de la femme, enfin, du genre humain, que je suis pour vous. Entre les hommes et les femmes, il y a d'innombrables différences physiques, je dirais même physico-chimiques, et par conséquent toute une série de conséquences comportementales qui sont à prendre en considération et qui naturellement sont tordues, modifiées, amplifiées ou diminuées, ça dépend, par l'activité sociale, les circonstances économiques, le régime parental, etc. etc. Donc la diversité est une richesse. Moi j'aime beaucoup cette phrase que vous soulignez à nouveau. J'entendais dans la plénière Michaela Marzano dire que le féminisme, c'était véritablement mettre en pratique l'égalité. Est-ce que le chercheur que vous êtes, est-ce que l'égalité, elle est possible dans le cerveau des hommes et des femmes? Est-ce que dans le corps, dans effectivement les qualités? Écoutez, le mot égalité est un mot sympathique, mais si on regarde de près à ce qu'on peut dire avec ce mot-là, on peut dire beaucoup de choses extrêmement différentes, dans des domaines très différents. Et moi, je ne suis pas prêt à donner des notes pour qu'il y ait égalité ou pas égalité entre telle
caractéristiques propres au genre féminin ou au genre masculin dans nos conditions. D'abord, il y a plein de variétés dans chaque sexe, évidemment. Et ensuite, le mot égalité, il n'y a pas de raison pour l'intérêt qui vient d'être souligné de la diversité, il n'y a pas de raison de donner des bons points et des mauvais points. Donc, je n'aime pas beaucoup ce mot égalité, même s'il a été complètement indispensable. Et ça a été le premier. Ma mère était suffragette. Une suffragette, c'était politiquement, enfin, sans faire de politique au sens habituel du terme, mais réellement une décision idéologique que les femmes devaient abolir les difficultés qu'elles avaient en, d'une certaine façon, montant ce qui était déficitaire chez elles par la société, ou en abaissant, ou en limitant, disons, ce que les hommes pouvaient faire, et en particulier de conserver un pouvoir qui est littéralement paternaliste. Enfin, le paternaliste, un mot qui n'a pas été employé, d'ailleurs, ça c'est intéressant, il n'y a pas eu le mot qui avait été... Alors que c'est quand même, à mon avis, une caractéristique de la société dont les problèmes du féminisme qui n'évolue pas peut-être aussi bien qu'on pourrait le souhaiter, je crois que c'est très important. Alors justement, Julia Kristeva, je m'adresse à la philosophe. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le féminisme est quelque chose qui va être nécessaire encore pendant des décennies? À une époque, les droits de la femme ont progressé de manière très rapide. On a l'impression que ça a plutôt tendance à se ralentir, que maintenant il faut grignoter. Oui, vous m'avez dit tout à l'heure que vous pensiez que le féminisme aurait dû être terminé parce que, à votre avis, ça devait aller beaucoup plus vite. Je l'aurais espéré, oui, j'aurais espéré ne pas avoir à faire ce débat. Oui, mais moi je suis aussi comme vous, j'aurais préféré que ça aille plus vite. Mais en même temps, en vous écoutant, je vous l'avais dit d'ailleurs, il m'a semblé que vous sous-estimez la profondeur de la révolution dont il s'agit. Parce que, et pour reprendre ce qui vient d'être dit par nos amis, le féminisme est bien sûr très multiple, très différencié. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas la même chose qu'ici, très diversifié en France aussi. Et il vise la diversité. Il vise la diversité. Mais il vise la diversité et il a besoin de la parité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'arrivée du féminisme sur la scène mondiale a montré que l'homme n'est pas unidimensionnel. D'abord, il y a la femme. L'homme et la femme, ça fait deux. Et aussi, on a compris que l'homme n'est pas unidimensionnel parce qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui se définit dans les rapports de production et de gestion de la production, mais il se définit aussi dans le domaine de la reproduction et dans les soins pour la survie de l'espèce. Et ce n'est pas les mêmes capacités intellectuelles et les mêmes capacités cognitives qui sont requises. Est-ce que c'est les femmes qui doivent être assignées à l'une de ces fonctions, c'est la reproduction, et les hommes à l'autre? Les féministes ont dit non. Mais en disant non, elles ont dit nous sommes capables, nous les femmes, d'être à la fois dans l'excellence de la production, y compris jusqu'aux avions, et dans l'excellence de la reproduction, y compris dans les soins, de l'homme ou de l'enfant. Ça, c'est possible aussi pour l'homme. L'homme a du féminin, l'homme peut être soignant, il y a des médecins, il s'occupe de la pilule des femmes Alzheimer, etc. Donc cette dimension, entre guillemets, féminine de l'homme, mais elle n'est pas la même. Ce qui fait que nous sommes quatre. Le féminin de l'homme et le féminin de la femme, le masculin de l'homme et le féminin de la femme. On arrive à une conception de l'humain extrêmement diversifiée. Et ce qui est apparu à notre débat ici, aujourd'hui, c'est cette complexité de l'humain. D'où les questions que nous posons à l'humanisme. L'humanisme n'est pas un rêve, oh quel magnifique rêve vient illuminer nos yeux et tout est formidable et c'est la paix mondiale, etc. C'est peut-être un avenir à long terme. C'est une humanité complexe que nous avons devant nous et il s'agit d'interroger, de soigner, d'accompagner cette humanité complexe. Virginie Goyot est une femme remarquable, mais la femme qui vient du Maghreb et celle qui vient, même en France, qui n'a pas ces capacités, n'est pas à ce niveau-là d'harmonisation de ces deux composantes intellectuelles et reproductives, sensorielles et intellectuelles. Donc tout ça doit être vu de manière différenciée et on doit s'adresser à des individus qui possèdent ces quatre composantes, le féminin de l'homme, le féminin de la femme, le masculin de l'homme, le masculin de la femme. Et non seulement on a dit ça,
en allant donc parler devant un forum d'hommes et de femmes d'entreprises qui sont habitués à calculer 2 et 2 font 4 et qu'est-ce que je fais? On leur a mis devant eux une complexité infernale. Il faudrait qu'ils se posent des questions, comment gérer cette complexité et non pas la banaliser, mais en tirer des possibilités créatives. Et ça, c'était quand même très important. Et je termine là-dessus. Non seulement on a dit ça, mais on a dit que si on arrive à faire un humanisme aussi complexifié, peut-être qu'on pourra tenir face devant la montée des religions qui, elles, ne sont pas du tout dans cette diversité, qu'elles sont dogmatiques, elles sont intégristes, elles écrasent les individus, elles sont totalitaires. Et si nous ne voulons pas qu'elles nous bousillent, il vaut mieux qu'on développe l'humanisme et les capacités de cette complexité-là. Mais pour ça, les politiques, les chefs d'entreprise, les hommes et les femmes doivent se mobiliser. Ce n'est pas demain la veille, mais c'est vraiment un premier coup de fusil devant un auditoire aussi compétent. Mais Vincent Verger, est-ce que vous ne pensez pas que justement avec ce développement du féminisme aujourd'hui, ce sont aussi les hommes qui sont déstabilisés, les hommes et entre autres dans l'entreprise qui ne savent plus où est leur place, qui ne savent plus comment retrouver leur véritable identité d'homme. On se retrouve aujourd'hui, on est au MEDEF avec des dirigeants d'entreprise qui n'osent plus recevoir dans leur bureau une femme sans laisser les portes grandes ouvertes ou sans avoir une personne en plus, qui ne savent plus comment parler. Les rapports se sont quand même extrêmement complexifiés ces dernières années. Oui, alors c'est pas ça. Déstabiliser, je ne sais pas, parce que je crois que les hommes ont aussi tout à gagner de cette évolution. Alors c'est vrai que c'est une évolution complexe dont certains trouvent qu'elle est trop lente, mais finalement, quand on regarde par exemple l'histoire des États-Unis, dans la déclaration d'indépendance, dès le XVIIIe siècle, on écrit « les hommes sont égaux ». Et puis finalement, un siècle plus tard, on a une guerre de sécession pour reprendre le problème de l'esclavage. Et un siècle plus tard encore, on a le discours de Martin Luther King. Donc ici, il s'agit d'une évolution culturelle tellement profonde, on peut même parler d'une évolution de civilisation, que c'est normal que ça aille lentement et qu'il y ait même parfois, on a l'impression, des petits retours en arrière ou des balbutiements de l'histoire. En tout cas, ce que nous dit Julia, finalement, c'est qu'il faut sortir du manichéisme homme-femme, qu'on a tous du masculin et du féminin en nous. Je voudrais revenir un tout petit instant sur la parité. C'est vrai que dans le cas de Virginie Guillot, qui a un métier incroyablement exceptionnel, qui dirige la patrouille de France, le niveau de compétences requises est tellement élevé, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan psychique, que dans la sélection, on oublie complètement les problèmes ou la nature du sexe. On regarde vraiment que les compétences. Mais dans tout un tas d'autres contextes dans la société, que ce soit au niveau politique, au niveau des conseils d'administration, des conseils de direction, des entreprises, mais aussi des services publics, je crois que là, la parité, tout de même, c'est quelque chose de très, très important. Quelque chose d'important, mais en même temps avec ses limites. C'est-à-dire que vous... C'est provisoire. C'est un passage. Provisoire. C'est un mal nécessaire. Un mal, non, c'est un bien. Je crois qu'on a tous intérêt à avoir une représentation la plus diversifiée possible. C'est pédagogique. Dans les oui, mais vous, président d'université, vous allez devoir, si vous rencontrez 2 personnes et qu'il vous manque une femme dans votre effectif, vous allez choisir la femme. Il ne faut pas être un intégriste de la parité. Il faut s'efforcer d'atteindre un certain niveau de parité. Il ne faut pas toujours viser le 50-50. Autour de la table, par exemple, on est 3 hommes, 2 femmes. Voilà, mais on ne pouvait pas faire autrement, on est 5. Voilà. C'est-à-dire que je pouvais difficilement, mais moi ma part féminine est très représentée. Donc la mienne aussi, donc il n'y a pas de problème. Tout va bien. Professeur, peut-être à vous le mot de la fin. Ce féminisme, est-ce que pour vous, aujourd'hui, qui avez inventé la pilule du lendemain, ça vous étonne qu'on en soit encore aujourd'hui là où on en est ? Non, c'est très... Je me suis permis de le dire à l'audience que nous avions. Il ne faut pas s'étonner de considérations en quelque sorte lentes des nouveaux problèmes qui mettent en jeu complètement la structure de la famille, la structure des relations personnelles, et puis, plus important encore, les aspects intimes que les hommes et les femmes ont de plusieurs façons, comme le dit très bien Julia Kristeva. Donc, il ne faut pas s'étonner que ce soit difficile, et il faut faire des études, à mon avis, la science étant quand même les découvertes, appelons ça biologiques, physiologiques, physiopathologiques, étant quand même fondamentales pour faire les vrais progrès concrets. Il faut certainement appuyer sur, on n'a pas eu le temps de le discuter, une recherche qui ne tient pas compte complètement de ces différences réelles entre les hommes et les femmes.
J'ai donné un exemple que je trouve assez caricatural. C'est que pour la maladie d'Alzheimer, qui est bien entendu une maladie du cerveau, le cerveau des hommes et des femmes, est-ce que c'est égal ou pas égal, comme vous disiez tout à l'heure? Je n'en sais rien, il n'y a pas de problème de priorité qualitative entre les uns et les autres, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des différences. Et il faut les étudier, et je peux vous dire, parce que moi-même qui travaille Sur la maladie sur d'Alzheimer. la maladie d'Alzheimer, je n'ai pas eu, et j'en suis loin, les moyens, je dirais, de connaissance pour étudier différemment comment la maladie d'Alzheimer se développe chez les hommes et chez les femmes vieillissantes. C'est pour dire que c'est très compliqué. Il faut déjà, dans un premier temps, voir les problèmes un peu plus généraux, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas grand-chose qui a avancé jusqu'à présent fondamentalement dans ce domaine. Et je me suis permis de dire, aidez-nous, parce qu'à l'Institut Beaulieu... Allez, on va vous laisser justement nous redire à la caméra, c'est celle-ci votre caméra, comment on vous aide? Tous les chefs d'entreprise qui nous regardent. Ah bon, aidez-nous, écoutez, aidez-nous, je voulais vous dire qu'on cherche véritablement sur le plan qu'on appelle fondamental. Il faut aller très très vite, juste orienté, le contact. Le contact, c'est... Financement des entreprises pharmacologiques dans les recherches de M. Beaulieu. Voilà, et pour s'adresser à nous, institutbeaulieu.org. Institutbeaulieu.org C'est pour aider aussi simple. la recherche, Mais- entre autres sur la maladie d'Alzheimer et sur le vieillissement. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir été avec moi pour, j'espère, faire un tout petit peu avancer la question. Merci, Vous savez- on se retrouve très vite. Ce que je pensais en vous écoutant, c'est parce que les femmes, peut-être qu'il y a un truc génétique qui fait qu'elles ont plus d'Alzheimer, mais l'autre solution, c'est Ah non, qu'elles mais se c'est vrai. dépensent beaucoup plus dans toute leur vie. Elles dépensent tellement de leur cerveau qu'il leur reste très peu à la fin. Alors que vous travaillez avec une toute petite partie de votre cervelle, évidemment, il vous en reste beaucoup pour la fin de la vie. Cool, il nous reste Heureusement beaucoup de qu'on va cervelle, pas c'est le drapeau de la enregistrer. main. Merci beaucoup, c'est la fin de ce grand débat. Heureusement qu'on va pas enregistrer.